Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous Bonsoir à retrouver. toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir Antoine. Bonsoir Marc. Alors, on démarre ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui démarre, enfin, qui est un 4 février. Effectivement, on le fait un peu plus tard qu'à l'accoutumée, mais bon, c'est aussi pas mal d'avoir un recul sur ce qui s'est passé lors de ce premier mois de l'année 2026, qui a été très, très intéressant et qui nous donne beaucoup d'indications sur le reste de l'année, très probablement. Donc le titre c'est or, euro, dollar, crypto, franc, bourse, France. On va tout. Attention les secousses. Donc on Et va c'est ça le plus tout. important. C'est ça le plus important. C'est attention les secousses et vous avez dû vous en rendre compte pendant ce premier mois, puisqu'effectivement on a une volatilité aussi qui est extrême. Et donc on va y revenir, Marc. On va y revenir Oui, pendant ce webinaire. tout à fait. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, on y répondra au fur et à mesure et également à la fin du webinaire, donc qui va durer 1 heure au total, comme d'habitude. On est là bien sûr pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Alors évidemment, le contexte est extrêmement explosif, j'ai envie de dire, au-delà des dangers géopolitiques, mais on voit notamment sur l'or, on va en parler tout à l'heure, qui a flambé, puis qui a fortement baissé, puis qui redémarre. On a également le Bitcoin là, qui est en train de s'effondrer, le Nasdaq également qui souffre, l'euro-dollar, là aussi, voilà, donc beaucoup d'interrogations. On va répondre à ces questions, on va donner nos prévisions évidemment pour les prochains mois à venir. Également l'économie française qui souffre de plus en plus. Et puis on va commencer parce qu'on vient Ouais. d'avoir aujourd'hui donc les indicateurs des directeurs d'achat qu'on a vraiment présenté Mm. les derniers chiffres d'aujourd'hui. Donc voici le plan de Mm. présentation. On va parler donc des perspectives mondiales pour 2026. On est conforté dans nos prévisions, on verra tout à l'heure, d'autour des 3% de croissance mondiale. La France, évidemment, c'est une grande question qui est toujours en grand danger malheureusement. Et on a vu notamment le Eurostat qui a produit des chiffres qui confirment que la France malheureusement s'appauvrit par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Le niveau de richesse par habitant est inférieur en France par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Donc Mm. voilà, on est en deuxième division. Et ça, donc, on va en parler, bien entendu, avec en même temps le budget pour voir quelles sont les perspectives pour cette année, notamment sur les taux d'intérêt, qui restent quand même un grand danger pour la France. Et puis, bien sûr, donc voilà, c'est l'actualité, l'or, le dollar, les crypto-monnaies, le bitcoin notamment. C'est pire que les montagnes russes. Alors, certains m'ont dit, mais c'est quoi les montagnes russes? Parce qu'en fait, c'est peut-être ma génération, mais il y a la génération actuelle, et pour eux, c'est les roller coasters, évidemment. Mm. Donc, Mm. c'est ça, les montagnes russes, c'est que voilà, ça monte, ça descend, c'est complètement fou. Donc c'est exactement ce qui se passe sur ces marchés-là. Alors, on a des rumeurs comme quoi il y aurait des manipulations de cours, etc. Bon, moi je ne parle pas si je n'ai pas de preuves, donc faut être extrêmement prudent. Mais quand même, en 30 ans de carrière, je crois que j'ai jamais vu ça, notamment sur l'or, une telle volatilité. On verra ça donc dans le détail. Donc quelle Mm. perspective, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Puis on terminera notamment avec Antoine qui nous a préparé tout un dossier également sur les marchés boursiers. Donc là aussi, attachez vos ceintures parce que ça va être assez compliqué. Voilà donc le programme. Voilà. Donc Antoine, si tu veux, on peut commencer Oui, maintenant. oui, on peut Et on commencer y donc va. avec les perspectives pour la croissance mondiale. Donc ça, c'est toi, Marc. Je te Tout laisse. à fait. Alors voilà, on vient d'avoir les chiffres, encore une fois, donc ils sont sortis aujourd'hui sur l'indicateur des directeurs d'achat. Vous savez qu'on les suit au mois le mois. Donc c'est très intéressant parce que ça donne comme une bonne photographie des perspectives d'activité. Donc là, on a l'indice PMI, donc des directeurs d'achat composite, ça veut dire tout secteur confondu, pour le monde. Et donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. On a vu une petite amélioration. On était à 52 le mois dernier, là, on est à 52,5 donc pour le mois de janvier. Donc l'année démarre pas trop mal pour la croissance mondiale. Donc, ça nous conforte, vous voyez, sur notre prévision de croissance mondiale, qui sera donc en 2026 comme en 2025, autour des 3%. Tout à l'heure, on fera la synthèse avec l'ensemble de mes prévisions de croissance. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, qui profite notamment de la baisse des prix du pétrole qui a pu avoir. Maintenant, ça repart à la hausse, donc on va en parler justement. Alors, quand on regarde le détail par pays, alors on a toujours l'Inde qui reste la locomotive de la croissance mondiale. C'est ce qu'on voit sur ce tableau, évidemment. Alors Singapour également qui redémarre là, au mois de janvier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Singapour, c'est quand même un indicateur avancé également de beaucoup pour le commerce mondial, donc c'est plutôt assez positif. Voilà, l'Arabie Saoudite, l'Australie, les Émirats Arabes Unis, donc là on est quand même sur une croissance forte au-delà des 54. Un petit peu plus en dessous sur le rythme de la croissance, eh bien on a donc, c'est ce qu'on voit ici, voilà, le Royaume-Uni et le Japon qui vont un petit peu mieux, qui s'améliorent. Si on regarde le détail sur le tableau, je ne sais pas si on a bien le tableau. Alors le tableau, alors là, tu as
on est passé aux autres. Bon, c'est pas grave. Je vous donne les chiffres. Il manque un tableau. Mais effectivement, donc le Royaume-Uni, on a eu les indicateurs des directeurs d'achat donc à 53,7 après 51,4 le mois dernier. C'est plutôt bon. Le Japon également qui s'améliore. Les États-Unis qui résistent bien également. On a un niveau de 53. Et l'Allemagne, on est à peu près à 52,1, donc c'est pas trop mal. Et même la Russie qui était en récession le mois dernier, qui remonte à 52,1. Alors par contre, voilà, c'est le dernier tableau. Là, on a les pays qui se portent moins bien que les autres. Alors on a la Chine. La Chine, ça s'est un petit peu amélioré, vous voyez, au mois de janvier, mais néanmoins, ça reste quand même toujours autour des 51. Ça veut dire qu'une croissance chinoise autour des 4,5-5%. Donc ce n'est pas formidable pour l'économie chinoise. Alors c'est vrai ils ont battu encore un record d'excédent commercial l'année dernière à près 1200 milliards de dollars. C'est évidemment formidable pour eux. Sauf que on a du mal à comprendre, parce qu'on a dit oui, il y a eu l'augmentation des droits de douane. Donc c'est vrai que les exportations chinoises vers les États-Unis ont baissé de 30%. Par contre, elles ont augmenté de 15% vers l'Europe. Donc les Chinois ont réussi à compenser le manque à gagner vers les États-Unis par des exportations à travers le monde. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. On a une dynamique de croissance qui reste assez molle. 4,5-5% de croissance. Bien sûr, pour nous, ça serait énorme, mais pour les Chinois, ça ne permet pas d'améliorer leur niveau de vie. Donc, les Chinois qui souffrent aujourd'hui et donc qui pourraient avoir des difficultés pour garder un rythme de croissance supérieur à 4,5%. Donc, s'il n'y a pas 4,5% de croissance, a fortiori s'il y a moins, alors là, évidemment, le niveau de vie des Chinois ne pourra pas s'améliorer. Donc, c'est-à-dire que la demande intérieure va rester très, très faible. On a les chiffres des ventes au détail en Chine pour le dernier mois de l'année, c'était assez mauvais. C'était des plus bas quasiment historiques sur les ventes au détail. Donc, ça montre bien que la demande intérieure n'est pas là. Donc, ils ont besoin du moteur extérieur pour tirer leur activité. Voilà. Après, si on continue, on arrive chez nous, voilà, l'Italie, la zone euro. Donc, 51,3, la zone euro, ça baisse, hein, plus bas depuis septembre 2025. On voit bien que c'est pas aussi fort qu'aux États-Unis. Pourtant, on a tout à l'heure l'euro qui s'est apprécié. Et on voit bien ici que la croissance de la zone euro est nettement inférieure à celle des États-Unis. Et alors après, on finit, voilà, l'Afrique du Sud, le Brésil. Il y avait un petit rebond le mois dernier, puis là, on repart sous la barre des 50. Hein, vous vous souvenez, hein, en dessous des 50, c'est le recul de l'activité. Et voilà les deux dernières lanternes rouges. Donc la France, malheureusement, qui est l'un des rares pays au monde à être sous la barre des 50, vous voyez, 49,1. Et puis, bien sûr, le Canada. On remercie nos amis canadiens, parce que c'est grâce à eux que nous ne sommes pas la lanterne rouge, le bon dernier. Voilà, on est quand même sur un niveau vous voyez, au Canada, un niveau de 46,4, ça a encore baissé. Donc, nos amis canadiens souffrent énormément, notamment des problèmes avec les États-Unis. On le voit bien, ce qui fait qu'on a une croissance limitée pour le Canada. Donc voilà, si je synthétise en termes de croissance mondiale, voilà mes prévisions pour 2026. Donc la même croissance qu'en 2025, autour des 3%, donc après 3,2 en 2004. Je vous rappelle que sur longue période, la croissance annuelle moyenne est d'environ 3,5% pour le monde, évidemment hors inflation. Hein. Donc ce qui veut dire que 3% c'est bien, mais on est quand même sous la moyenne de longue période. Donc il y a quand même un petit ralentissement pour l'ensemble de la croissance mondiale. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Évidemment, il y a beaucoup de risques géopolitiques et c'est vrai que c'est très lié notamment aux risques sur les matières premières. Donc, je vous ai un petit graphique sur le pétrole qui avait bien baissé, ce qui explique justement le petit rebond de croissance qu'on a eu en fin d'année et début d'année 2026. Et puis là, depuis quelques semaines, hop, avec les risques qu'on a autour de l'Iran, etc., ça repart à la hausse. On est à 68 dollars le 3 février. Donc ça reste élevé. Donc là, si ça se confirme, si le baril continue d'augmenter, alors là, ça pourrait limiter les perspectives de croissance pour les prochains trimestres au niveau mondial. Et donc soyons prudents. Donc je conclus cette première partie avec justement mes prévisions de croissance. Voilà, donc pour les États-Unis, à peu près le même niveau qu'en 2025, on sera autour des 2,3% de croissance. La zone euro, ça ralentit. Vous voyez, on a fait 1,5% l'année dernière. C'est mieux que ce qui était prévu. C'est qu'il y a eu un petit rebond en fin d'année dans la zone euro, notamment lié à la baisse des prix des matières premières, comme je l'évoquais. Mais vous voyez, on est à seulement 1,1% pour cette année, autour des 0,5% en Allemagne, petite croissance. Et la France, on a eu un 0,9% l'année dernière, j'en parlais tout à l'heure parce qu'on nous présente ça comme un miracle, mais ça reste quand même une performance très très moyenne. Et donc cette année, on sera autour des 0,6% de croissance. L'Italie autour des 1% de croissance. Royaume-Uni également autour des 1%. Ça ralentit. Alors on a eu des chiffres plutôt bons pour le mois de janvier, mais quand même, il y a beaucoup de difficultés, notamment liées à l'augmentation des impôts qui peut casser l'activité économique. Et donc, pour le reste du monde, voilà, Chine, 5%, je viens de l'évoquer. L'Inde reste la locomotive de la croissance mondiale, encore 7% de croissance cette année. Ça ralentit un peu par rapport aux 7,5 qu'on avait
en 2024 et en 2025, mais ça reste quand même très bien à 7%. Le Japon, bah, c'est compliqué, hein, on est autour des 0,8% de croissance. On reparlera peut-être, il y aura des questions, avec donc les taux d'intérêt japonais qui augmentent. Il y a quand même un risque japonais au niveau mondial qui est là, donc une croissance faible au Japon. La Russie qui reste à peu près autour des 1,5% de croissance. Le Canada, donc on vient de voir, très très mou, hein, on est autour des 0,8, peut-être même un peu moins. Et donc la Suisse, autour des 1,5% de croissance. Voilà un petit peu ce qu'on peut dresser. Et je vous rappelle donc la croissance mondiale, hein, toujours 3% donc pour 2026, donc comme l'an passé. Donc voilà un peu ce qu'on peut dresser comme panorama pour 2026. C'est pas une année formidable, c'est pas non plus la catastrophe, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue financier, et également sur les taux d'intérêt. Donc on va bien sûr là aussi en parler tout à l'heure, notamment sur la France. Donc voilà, s'il y a des questions peut-être, Ouais. Antoine, si tu veux rebondir, Non, n'hésite pas. mais écoute, non, non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Tout le monde est OK. C'est vrai que là, on a fait les prévisions de croissance, hein, donc on a bien expliqué, hein, tu as bien expliqué évidemment les tendances, hein, selon les pays qui restent plus ou moins les mêmes, hein, sur les derniers mois. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la France, hein, justement, et là, on a tout un panel de l'économie nationale qui est en grand danger. Oui, évidemment, j'en parle souvent parce que c'est important. Bon, c'est notre pays, bien entendu. Et puis surtout, bon, là, ça a beaucoup bougé ces derniers mois avec le budget, bien entendu. Et surtout, on a eu cette enquête d'Eurostat. Alors, ça fait déjà 3 ans que ça dure, mais ça a été conforté donc, ces dernières semaines. Voilà, là, c'est le chiffre d'Eurostat donc, qui calcule donc, ce qu'on appelle le PIB par habitant, donc la richesse par habitant, si vous préférez, donc en parité de pouvoir d'achat, pour éviter justement les distorsions de pouvoir d'achat. Et donc là, c'est très triste. Regardez cette tendance baissière, puisque vous voyez, dans les années 99-2000, la France était 18% au-dessus de la moyenne de l'Union européenne en termes de richesse par habitant. Donc on était plus riche que les autres, hein, 18% au-dessus, et c'est quand même beaucoup. Et là, regardez bien, ça fait 3 ans que ça dure. Eh bien, nous sommes en deçà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la richesse donc, par habitant en France est 2% inférieure à la moyenne de l'Union européenne. C'est même pas la zone euro, c'est bien l'Union européenne. Vous vous rendez compte cette descente aux enfers. Donc, ça veut dire que tout simplement, la France subit un déclassement. La France s'appauvrit comparativement aux autres pays de l'Union européenne. Et ça, c'est évidemment très triste. Donc là, vous voyez, souvent on me dit, oui, vous voyez, oh, ça va, la France, ça résiste. Là, c'est encore un chiffre. Alors c'est amusant parce que ça fait 3 ans qu'on a ce chiffre finalement, mais jusqu'à présent, on ne voulait pas en parler. Et là, aujourd'hui, finalement, même je dirais, les politiques sont obligés d'en parler parce que ça commence à devenir extrêmement dangereux. Donc voilà, je vous ai mis le classement donc de 2024, on n'a pas encore bien sûr 2025. Donc évidemment, on a nos 2 grands paradis fiscaux que sont le Luxembourg et l'Irlande. Un Luxembourg pour l'épargne et l'Irlande pour les entreprises. Voilà, eux, ils sont largement au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Donc vous voyez, l'Union européenne à 27, elle est à 100. Donc tout ce qui est au-dessus, ça veut dire qu'on vit mieux que dans l'Union européenne en moyenne. Et tout ce qui est en dessous, ça veut dire qu'on vit moins bien. Qu'on a un pouvoir d'achat, une richesse moins élevée par habitant. Voilà, c'est très simple à comprendre. Donc vous voyez, donc, Luxembourg, Irlande, loin devant. Après, on a voilà, Pays-Bas, Danemark, Autriche, Belgique, l'Allemagne. Oui, nos amis belges, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, ils sont loin devant la France. L'Allemagne également, la Suède, Malte également, et puis la zone euro à 20 et la Finlande. Et donc ensuite, vous voyez, on a Chypre qui est devant nous, et donc la France qui est donc à un niveau de 98, voilà, donc qui est donc un Alors, petit peu derrière, Marc, derrière tout le monde malheureusement. ouais, Marc, il y a une question sur pourquoi l'Union européenne est stable depuis plusieurs années. Non, c'est pas qu'elle est stable, c'est que l'Union européenne, c'est le niveau auquel on compare. Ah, d'accord, Finalement, c'est ça le niveau évolue. d'essence, C'est-à-dire, d'accord. C'est le en nouveau fait, la moyenne, la comparatif. base 100, Hmm, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire, en fait, on d'accord, compare tous les pays par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Voilà, dans d'accord. l'ensemble de l'Union européenne, si tu veux. Donc, c'est pour ça que le 100 ne bouge pas. Donc, ce qui Hmm, compte, c'est justement de savoir où nous nous situons par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Donc, si tu veux, la référence, c'est l'Union européenne à 27. Donc, c'est pour ça que c'est toujours évidemment 100, hmm, mais évidemment, dans le temps, ça bouge, hein, bien entendu. Tout à l'heure, ouais, je vais vous montrer d'ailleurs au niveau mondial que ça bouge. Donc là, il y a juste une petite erreur sur le tableau, hein, on est 12e, hein, on n'est pas 13e. Alors là, je vous ai mis le même ouais. tableau, mais en 2005. Alors, vous voyez, la France, Hmm, regardez, tout à l'heure, on a vu c'était 18% au-dessus donc, en 2000. En 2005, on avait encore baissé, donc c'était il y a 20 ans. hmm, Mais on était quand même 13% au-dessus hein, de l'Union européenne, donc toujours à 100 évidemment. Donc on était plus riche encore que les autres. Et puis malheureusement, voilà, ça s'est dégradé. Et donc on est passé en dessous. Donc là, vous prenez les pays qui vous intéressent. Alors évidemment, on a les pays
je dirais, d'Europe de l'Est, les pays du Sud, qui ont gagné pas mal de terrain. Et donc, on voit que l'écart se réduit hein, par rapport à la moyenne. Donc, ça, d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est normal pour les pays, je dirais, émergents, entre guillemets, qui étaient anciennement émergents, qui redémarrent, et donc qui nous déplacent. C'est logique. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous, malheureusement, on se dégrade également vis-à-vis des pays développés. Donc, c'est ça qui, évidemment, nous fait très mal. Alors, je vous ai mis après un tableau, je dirais encore plus triste, pour voir l'évolution de termes de PIB par habitant au niveau mondial. Alors là, ça fait encore plus mal. Donc, c'est très simple à comprendre. Hein. La première colonne, c'est le classement 2024. La deuxième colonne, c'est le classement 1990. Vous voyez. Après, on a les pays. Et après, on a la variation du positionnement entre 90 et 2024. Vous voyez, donc, alors, au niveau mondial, ben, comme d'ailleurs au niveau européen, on a le Luxembourg qui est premier. Hein, vous voyez. Ensuite, il y en a la Suisse, toujours l'Irlande, Norvège, Singapour. Et les États-Unis, regardez bien, ont gagné 4 places. C'est-à-dire, en 90, ils étaient 10e du monde et ils sont maintenant 6e. La Belgique, qui a gagné 3 places, elle était 19e, elle a gagné 16, elle est 16e maintenant. Même l'Allemagne a gagné une place. Et par contre, voilà, sur le tableau d'à côté, regardez bien la France. Ça, c'est évidemment très triste. Nous étions 11e du monde en termes de richesse par habitant en 1990. 11e du monde, c'est pas mal, c'est une belle performance. Même dans les années 80, on était même devant les États-Unis, vous voyez, pour vous dire. Hein. Donc là, en 90, on est encore 11e. Et voilà, aujourd'hui, enfin, a priori, en 2025, ce sera encore pire, mais en 2024, nous étions 24e. On a perdu 13 places. Vous vous rendez compte? Voilà la claque, évidemment, que nous nous prenons. Alors, si on voit, évidemment, les pays émergents, bon, la Russie a gagné 62 places, la Chine a gagné 66 places. Alors, il y a des pays qui ont souffert. Par exemple, le Brésil, l'Afrique du Sud, ils ont perdu des places. Le Japon également, 31 places, a perdu, évidemment, le Japon qui était très riche à l'époque, qui s'est fortement appauvri, évidemment, avec le mouvement de déflation. Donc, encore une fois, c'est la richesse par habitant. Hein. C'est une moyenne, c'est sûr, mais ça montre justement en fonction du nombre d'habitants, quel est le niveau de richesse. Donc là, ça montre bien, si vous voulez, l'erreur complète de la France. Donc souvent, on me dit, mais à quoi c'est dû? Comment on a pu se dégrader autant? Comment on a pu être déclassé de façon aussi importante? C'est très simple. C'est que malheureusement, la France ne sait plus faire de la croissance. C'est-à-dire que, voilà, on augmente la dette, on augmente toutes les aides, etc., mais il n'y a pas de croissance. On augmente l'immigration, mais il n'y a pas de croissance non plus. Vous voyez, pour ceux qui disent, oui, en augmentant l'immigration, ça fait de la croissance, pas forcément. Il faut que cette immigration, elle soit choisie et elle permette justement d'améliorer le niveau de croissance. Nous, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus les années sont passées, plus effectivement, notre capacité à faire de la croissance s'est réduite. C'est-à-dire qu'on a désindustrialisé le pays, on a sacrifié également notre agriculture, et même les services, évidemment, ne s'en sortent pas. Donc tout ça pour dire que voilà, la productivité également a baissé. Voilà. On travaille de moins en moins. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit souvent. C'est-à-dire que si on en est dans un tel niveau, c'est que malheureusement, depuis 20 ans, on n'a pas fait le travail, entre guillemets. Tous les pays se sont modernisés, notamment les pays développés, alors que nous, évidemment, on a refusé de se remettre en question et on a fait des mauvais choix stratégiques. Quand je dis on, c'est évidemment les dirigeants politiques. Et donc, regardez le graphique suivant. Donc là, c'est le dernier chiffre ah oui, non, je vous ai montré. Parce que c'est très important de savoir. Vous voyez que ça, c'est une question que justement je posais tout à l'heure sur une radio. C'est vrai que quelle est la dernière fois où la France a respecté le critère de dette publique par rapport au PIB? Récemment, c'est 60%. Hein. Dans la zone euro, on a dit 60%, c'est le critère de dette publique par rapport au PIB. La dernière fois qu'on a respecté ce critère, regardez bien, c'était au premier trimestre 2002. 2002, oui. 2002, tu te rends compte? Donc, évidemment, depuis, on a complètement dépassé les compteurs. Donc là, on voit qu'il y avait évidemment, tu vois, la Belgique, l'Italie, la Grèce, ils avaient complètement dérapé sur la dette publique. Et voilà le même graphique, mais aujourd'hui, c'est-à-dire le dernier chiffre disponible, c'est le troisième trimestre 2025. Alors là, ça fait mal. Évidemment, on a donc numéro 1 toujours la Grèce, l'Italie et la France, qui est donc numéro 3, c'est le dernier chiffre d'Eurostat. Donc tu te rends compte, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que malgré cette explosion de la dette publique par rapport au PIB, notre richesse par habitant a baissé. D'ailleurs, justement, c'est une des raisons, c'est qu'on a soutenu la croissance artificiellement
mais on n'a pas réussi justement à augmenter la potentialité de notre économie à faire de la croissance. Donc ça, c'est excessivement grave. Tu vois, là, je t'ai mis en ratio donc, du PIB par rapport, donc dette publique par rapport au PIB. Tu vois, cette tendance assez incroyable. Alors bien sûr, il y a eu des mouvements, il y a eu 2008, après il y a eu le corona, mais on voit qu'encore aujourd'hui, tu vois, on est quasiment à 118% de dette publique par rapport au PIB. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Ce sont les derniers chiffres. Alors, j'ai fait une petite simulation, parce que pour l'instant, comme tu l'as vu, comme on l'a vu à l'instant, on est numéro 3, hein, il y a la Grèce, l'Italie et nous. Et regarde bien ce qui va se passer dans les prochaines années. Voilà. D'ici 2028 au plus tard 2029, eh bien, la France va être numéro 1 de l'Union européenne en termes de dette publique par rapport au PIB. On va passer devant la Grèce. Tu vois que la Grèce a fait quand même du boulot. Ils étaient à 210% en 2020, bon, bien sûr, il y avait le corona, mais ils ont bien baissé. L'Italie également, bon, moins que la Grèce, ils ont quand même baissé. Et donc, à partir de 2028-2029, on va passer devant la Grèce, devant l'Italie, et on sera donc en 2030 autour des 130% de dette publique par rapport au PIB. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. Alors Donc merci, justement, entre guillemets, à nos dirigeants de nous avoir amenés dans une telle situation horrible, finalement. Donc on pourrait même dépasser les 140%, hein, d'ici donc 2030, comme on voit ici. C'est très triste, voilà, c'est très triste. Et encore une fois, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le fait d'augmenter la dette, eh bien, ça ne génère pas de la croissance. Alors justement, je vous ai fait un autre graphique qui a... justement, Oui, Marc, il y a une question un petit peu en lien avec ce que tu viens de dire. C'est finalement les deux questions qui se rapprochent. C'est est-ce que finalement, est-ce qu'on a touché le fond et est-ce qu'il ne reste pas un espoir de rebond pour les prochaines années? on a touché le fond, si tu veux. Et alors, le problème, c'est que on a touché le fond de la piscine, mais on creuse. Tu vois, donc Oui, 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 et on voilà. continue. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, voilà, c'est ça le drame. C'est que, oui, il y a toujours de l'espoir. Moi, je garde l'espoir. On peut réformer, si tu veux, mais moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Mm. J'ai vu tous les présidents, les premiers ministres, les ministres de l'économie, hein, qui se sont succédés, hein. Voilà, moi, je suis toujours là. Ils sont partis, je suis toujours là. Mm, mm, Mais c'est vrai que, heureusement d'ailleurs, même si mm, parfois certains n'auraient pas envie que ça dure, mais bon, je suis mm. toujours là en tout cas. J'espère le rester le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que globalement, euh, j'ai tout fait. Comptez sur moi. Ça fait des années que je leur dis faut faire attention. On va vraiment dans le mur. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont voulu faire cette fuite en avant permanente en disant non, nous on veut la paix sociale, etc. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Donc en fait, Mm. si à la rigueur, tu avais une dette qui explose, mais que tu avais une croissance forte derrière, tu pourrais dire, bon, allez, au diable l'avarice, c'est pas grave, Mm. c'est mieux que rien. Mais ça ne marche pas. Donc juste, même la paix sociale, parce que souvent, moi, on m'a souvent fait cette remarque des politiques, oui, nous, on veut la paix sociale. Oui, mais tu vois, ça marche même pas, on n'a même pas la paix sociale, tu vois. Donc, ce Mm. qui veut dire que c'est ça qui est dramatique, c'est que ça ne marche même pas. Donc, on est dans une fuite en avant voilà, pour masquer effectivement la réalité. Donc, on a tiré sur la corde. Maintenant, la corde elle tient sur un fil. Et voilà, la question de savoir quand est-ce que le fil va casser. Parce que quand le fil va casser, Mm. là, ça va faire mal. Mais Mm. peut-être c'est à partir de là qu'on pourra réagir. Mais là, on est à la fin du film. Hein, Mm. très clairement, on a été vraiment trop loin dans cette explosion de la dette publique. Et le drame, on va le voir, c'est que bah, quand on voit le budget 2026, c'est que malheureusement, ça continue. Oui. Donc tout ça pour te dire que oui, on est, je pense, on a touché le fond il y a très longtemps, mais malheureusement, voilà, on ne réagit pas. Regarde ce graphique, vraiment, Mm. c'est l'un des plus tristes que j'ai fait dans ma carrière, si tu veux. Là, tu Mm. vois, donc c'est toujours la France, l'évolution comparée donc de la croissance de la dette publique par rapport à la croissance du PIB en valeur. Tu vois, le PIB en valeur, c'est la richesse qu'on crée augmentée de l'inflation. Donc ce qui compte, c'est la variation, parce qu'effectivement, la dette, c'est un stock de dette, alors que le PIB, c'est un flux de revenus. Donc ça ne se compare pas. Mais là, quand tu vois la variation, là, ça se compare. Et regarde bien, c'est quand même complètement fou. C'est-à-dire que depuis 2007, donc tu vois que c'est pas nouveau, depuis Mm. 2007 à aujourd'hui, la dette publique française a augmenté de quasiment 180% Mais de c'est hausse. Alors monstrueux. que sur la même période, le Mm. PIB en valeur, donc la richesse qu'on crée, si tu veux, augmenter donc de l'inflation, augmenté de 58%. Tu te rends compte? 3,1 donc d'augmentation supplémentaire sur la dette par rapport au PIB. C'est ça qui ne marche pas. Parce que si tu as de la dette qui augmente, mais ton PIB qui augmente comme ta dette, il n'y a pas de problème, là, ça peut passer. Mais là, ça ne marche pas. Tu Mm. comprends? Mm. Donc on a ce dérapage. Alors je vous ai mis quand même pour On voit, comparer on voit le qu'il y a même également une graphique. forte accélération à partir de 2020, en fait, hein. Ah oui, oui, Je oui. regarde, Mais c'est surtout, si tu vraiment. veux, bon, en 2020, Mm. on dit, bon, c'est le corona, mais Oui, après, voilà. tac, tu vois, on a continué. Mais Il n'y derrière, a plus ça le corona continue. Ouais. après. Ça Et là, ça, continue. ça s'aggrave, ça Ouais. s'aggrave. Donc, c'est ça qui est dramatique. Et On est dans une surtout, fuite en tu vois avant. que, par contre, la courbe bleue, elle augmente de moins en moins. Oui, oui. De moins en moins de croissance. Donc, de plus en plus de dettes pour de moins en moins de croissance. Donc, c'est la preuve que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je vous ai fait le même graphique en Allemagne.
Mm. Et là, si tu veux, c'est assez incroyable parce que tu vois que Ouais. le PIB en Ouais. valeur, il a augmenté de 80%, Et là- alors que la dette publique a augmenté de 72%. Donc déjà, ouais. quand tu compares la courbe rouge par rapport à tout à l'heure, ce qu'on Mm. avait sur la France, tu vois qu'il y a plus de 100 points d'écart, de variation de la dette publique Ouais. entre la France et l'Allemagne. Pour te dire, c'est une Ouais. folie. Mais surtout, le PIB en valeur augmente plus que la Mm. dette en Allemagne. Donc, à la rigueur, Ouais. ça, tu peux dire, bon, bah, oh, allez, c'est pas grave, on a augmenté la dette, mais au moins, on a eu de la création de richesse, tu vois. Donc là, ça passe. Et Mm. pourtant, l'Allemagne, c'est un pays qui a beaucoup souffert. Un pays qui a eu la réunification, qui a eu une baisse de la population, qui a arrêté le nucléaire. Donc, tu vois, bon, ils ont fait beaucoup de Mm. bêtises eux aussi, les Mm. Allemands, et ils ont eu beaucoup de difficultés, malheureusement, à traverser. Mais Mm. tu vois que bah, le PIB en valeur a plus augmenté que la dette. Donc là, ça passe. Si tu as ça, et ça, c'est vrai pour une entreprise, pour un ménage et pour donc un État, si effectivement ton PIB, ta richesse que tu crées augmente plus que la dette, à ce moment-là, ça passe. Mais là, tu vois bien qu'en France, ce n'est pas le cas malheureusement, et c'est ça qui est évidemment très coûteux. Et donc, juste pour terminer, parce que je ne pouvais pas ne pas parler de ça, Le évidemment, budget. on a eu le budget, alors, une catastrophe, ce budget, évidemment. Donc là, je vous ai ramené ici exactement les chiffres officiels présentés à l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas dire, parce que parfois on me dit non, mais non, c'est pas vrai, les impôts n'augmentent pas, les dépenses publiques n'augmentent pas. C'est complètement faux. Bien sûr que ça augmente. Alors déjà, voilà la prévision du gouvernement. Donc, il nous parle de 5,4% de déficit public par rapport au PIB en 2025, et on va atteindre 5% en 2026. On n'y sera pas, on sera bien au-delà, mais bon, admettons, Ouais, on ça va y c'est sûr croire. qu'on Mais sera au-delà, ouais. voilà, mais surtout, si tu te souviens, il nous avait dit à la base, ne vous inquiétez pas, on va faire porter le poids de la réduction du déficit 50-50. 50 sur la baisse des dépenses, 50 sur la hausse des impôts. En fait, c'est pas du tout vrai. Encore une fois, c'est le gouvernement qui le dit. Ce sera 75% sur la hausse des impôts et 25% sur la moindre hausse des dépenses. Parce que à Voilà. côté, tu as les chiffres, tu vois, les dépenses ne baissent pas. Elles Mm. augmentent de 38 milliards d'euros. Tu vois, plus 0,9% à prix constant. Chiffre du gouvernement. Je vous rappelle que les dépenses publiques en 2025, c'est à peu près 1710 milliards d'euros. Tu vois, donc ça continue d'augmenter. Si tu regardes maintenant prélèvement obligatoire, mais là aussi on te dit non, ça va augmenter. 43,6 donc l'année dernière et 43,9 l'année prochaine, enfin cette année en Mm. 2026, sachant que c'est la norme INSEE, la norme Eurostat, on est plutôt autour des 45%. Donc voilà, à peu près 44 milliards d'euros d'augmentation des prélèvements obligatoires. Donc, tu vois, quand on me dit non, mais ça n'augmente pas, mais oui, si, ça augmente les Ça enfants. augmente partout les impôts, donc ça c'est clair, hein. Alors Mm. non, il y a des pays qui le baissent. Mm. En Italie, ils baissent l'impôt, par exemple. Tu vois, ils baissent les impôts. En Argentine, ils baissent les impôts. Tu vois, donc Ouais. aux États-Unis, ils baissent les impôts. Mm. Nous, on les monte. Tu Mm. comprends? Donc ça qui est dramatique, c'est que on a un budget catastrophique, donc et c'est ça qui va encore alourdir bien sûr la dette. Je le montrerai tout à l'heure. Donc, juste pour terminer, puisqu'on a eu Mm. le chiffre de croissance, comme tu le sais, donc on Mm. a eu seulement 0,2% de croissance. Bon, ouais, on avait 0,5% le trimestre d'avant, là on a eu 0,2%. Je vous ai fait sur le slide suivant un petit comparatif au niveau de la zone euro. Donc la France est dernière, parce que la dernière fois on dit oh là là, génial, la zone euro, la France, on est Mm. Monsieur Macron a dit ouais, c'est la France qui fait la moitié de la croissance de la zone euro. Ben non, là, c'est plus du tout le cas. Tu vois, là, d'ailleurs, personne ne l'a dit. La France, ouais, c'est 0,17% d'augmentation. Tu vois, les autres pays ensuite, Allemagne, Italie, zone euro. Bon, bien sûr, Portugal, Espagne, ils sont devant nous. Donc, pour l'instant, on est la lanterne rouge en termes de croissance. Et puis surtout, cette croissance, elle est artificielle. Donc, je vous ai fait un petit graphique pour vous le rappeler. Je ne vais pas être trop appesantir, mais pour bien voir que la courbe rouge ici, c'est l'indicateur des directeurs d'achat qu'on a vu tout à l'heure. Et parallèlement, on a une situation où le PIB continue d'augmenter. C'est-à-dire que la courbe rouge nous dit que le PIB baisse, mais non, par miracle, ça continue d'augmenter. Alors pourquoi ça augmente? Voilà, je vous ai fait le petit détail. Alors vous aurez les chiffres, ne vous inquiétez pas Voilà. dans le détail. Voilà. Là, on voit comment on obtient les fameux 0,9% de croissance donc, en 2025. On a fait 0,9% de croissance. Tout le monde présente ça. Oh là là, mais c'est formidable. Tu te rends Mm. compte où on en est arrivé? C'est-à-dire, Mm. dire que 0,9% de croissance, c'est une super performance, c'est te dire où on en est arrivé. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Tout Mais ça, c'est grâce à la surtout, consommation finalement, c'est la consommation alors, publique. surtout consommation publique. Publique. Donc, augmenté de 1,7%. Et également, tu vois, dernière ligne, à la formation, à la variation de stock. Mm. Si tu enlèves les stocks, c'est qui est horrible. Si tu enlèves les stocks, tu n'as pas 0,9% de croissance. Regarde bien, tu as seulement 0,2% de croissance. C'est ça la réalité de l'économie française. En stock. Seulement Mm. 0,2% de croissance. Et d'ailleurs, pour le prouver, parce que si tu veux, normalement, si tu as une croissance forte, le chômage doit baisser. Pourtant, que Mm. s'est-il passé? Sur le graphique suivant, on le voit. Oui. Ben non, le chômage, malheureusement, a augmenté en France. Donc, tu vois qu'on est sur un niveau, donc c'est toujours le chômage de catégorie A. Mm. Donc, donc là, il manque un graphique, là, j'ai l'impression.
Mm. Ouais, il manque un graphique. Il manque le graphique d'avant sur le taux de chômage français. Bon, c'est pas grave, je vous le dis à l'oral. On a 7,7% d'augmentation. Donc, le taux de chômage français, il était à 7,3% en début d'année 2025. Là, on est à 7,7%. Alors que dans la zone euro, on est à 6,2%. Ce sont les perspectives de chômage, tu vois. Donc, on Mm. voit bien qu'on est donc en France à peu près à 7,7% de taux de chômage. Et les perspectives, la courbe rouge, montre on pourrait atteindre 8 à 9% de taux de chômage pour l'année 2026 en France. Voilà la réalité de l'économie française, malheureusement. Je vous ai fait un petit dernier tableau, parce que je vois que le temps avance, puis il y a encore plein de Mm. sujets. Voilà, mes prévisions donc, pour 2026. Donc l'horreur économique, malheureusement, s'aggrave. Donc on a d'un côté, tu vois la croissance à peu près, donc 0,6% de croissance, taux de chômage 8,5%, donc c'est-à-dire qu'il malheureusement il augmente, hein, bien entendu, pour 2026. Taux de chômage, alors là il y a taux de chômage des jeunes, on sera autour des 20%. Déficit public, on sera autour des 5,7%, donc on ne sera pas autour du niveau de ce que annonce le gouvernement à 5%. L'inflation qui va remonter un petit peu autour des 1,3%, et surtout la dette publique qui pourrait atteindre 122% du PIB en fin d'année prochaine, fin d'année donc 2026 malheureusement. Donc voilà la réalité de la France. En fait, dans ce contexte, la note de la France devrait être beaucoup plus dégradée. Pour l'instant, les agences de notation, bon, certaines ont un petit peu dégradé, mais on est encore A+. Moody's ne veut pas dégrader, ils sont double A-. Ils ont même dit que prévision de budget du gouvernement n'était pas crédible, mais pourtant ils ne dégradent pas. Donc bon, ils vont bien Mm. finir par faire leur boulot. Et là, à ce moment-là, il y aura des conséquences avec l'augmentation notamment des taux d'intérêt. Donc voilà ce qui est en train de nous arriver malheureusement en France. J'aimerais vous dire évidemment que tout va bien dans le meilleur du monde, mais ça, je laisse ça au gouvernement, il fait très bien. Mais bon, moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne vous fais pas du marketing. Je vous dis la vérité, comme vous le savez, malheureusement, c'est extrêmement compliqué pour la France et ça sera très compliqué cette année. Alors, juste dernier point, parce que c'est vrai que ça aussi, donc on nous dit oui, mais c'est que les 300 grandes entreprises françaises qui vont voir leur augmentation, leurs impôts augmenter. Oui, mais n'oubliez pas que les 300 entreprises françaises sont des fleurons, donc justement, qu'ils embauchent 8,1 millions de salariés, donc qui sont concernés, 8,1 millions de personnes, c'est pas rien. Et surtout, il y a les sous-traitants derrière. Donc, comme on a en plus des faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques, on peut avoir évidemment une situation très, très difficile, très, très compliquée pour la France en 2026. Espérons que ça ira mieux en 2027. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour la France pour les prochains trimestres. Mm. Alors, juste une question par rapport à ce qu'on vient de dire. Une question assez simple finalement, mais d'un auditeur qui nous demande, mais pourquoi ne pas baisser les dépenses publiques? Voilà, Ah, mais ça c'est toute la question, mais évidemment, bien tu sûr, en as parlé, hein, alors, moi, ça fait des années que je le demande, évidemment. Je demande deux choses, ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Allez, trois, on va dire. Un, il faut baisser les impôts. Baisser les impôts pour tous, les ménages, bien sûr, mais également les entreprises. La CSG, par exemple, pour les ménages, qu'elle devrait baisser, là, on l'a augmenté, sur l'épargne. L'impôt sur la production pour les entreprises, là, voilà, il devait être supprimé, il est toujours là. Donc, tu vois bien que ça, c'est facile à faire. Mais pour le faire, il faut évidemment baisser les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement. Hein, mm. avec une montée de 23% depuis 2021, plus de 100 milliards d'euros. Mais là, personne ne veut le faire non plus. Je ne sais pas pourquoi. Ils veulent gagner du temps, etc. Donc, réduire les millefeuilles administratifs, ça coûte 10 milliards d'euros chaque année. Réduire les normes qui pèsent sur l'économie française, ça coûte également 10 milliards d'euros chaque année. Donc, voilà, c'est du bon sens, si tu veux. Donc, mais le problème, c'est que la politique, malheureusement, est plus forte. Et c'est vrai que comme tu as aujourd'hui 60% des Français qui dépendent malheureusement de près ou de loin de la dépense publique, ils ne veulent pas faire cet effort. Il faudrait également rationaliser les dépenses sociales, parce que là aussi, il y a beaucoup d'abus. Donc, voilà. Voilà, il faut juste dire la vérité. Regardez la réalité en face. Nous, on est dans le déni, donc on dit oh, on ne touche pas aux dépenses. Mais oui, mais voilà, ça nous coûte, ce que ça nous coûte aujourd'hui, ça nous coûte très très cher. Et puis, dernier point, il faudrait également baisser les charges qui pèsent sur les salaires, ce qui nous permettrait d'augmenter justement les salaires nets. Donc là aussi, réduction des dépenses que financent ces charges qui pèsent sur les salaires. Voilà. Le problème, c'est qu'en France, malheureusement, on n'a pas cette culture économique, c'est cette culture économique très faible, donc c'est alimenté par les politiques et par les économistes aussi trop souvent. Ils maintiennent la culture économique très en deçà, très bas, donc ce qui fait que malheureusement, ben voilà, les dirigeants ne prennent pas les bonnes mesures. C'est sûr que ceux qui nous écoutent dans ce webinaire ou qui font des placements sur eToro sont aguerris à l'économie, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les Français. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour essayer justement d'améliorer la culture économique des Français. C'est Alors, comme ça qu'on sauvera la France. alors justement, ça fait une transition pour la troisième partie, parce qu'on va parler maintenant de ce qui est coté en bourse, hein, ce coté sur la plateforme eToro. Et donc, on va revenir avec toi, Marc, sur les dernières évolutions donc des métaux précieux hors argent. Donc là, on a connu des variations historiques, notamment pour l'argent qui a connu la plus grosse baisse intraday de son histoire.
30%, plus de 30% de baisse en une seule journée. On va parler du dollar aussi, l'euro-dollar, hein, avec cette fameuse dédollarisation, hein, ce dollar qui continue de baisser, et en finir avec les cryptos qui ont accéléré à la baisse là très récemment. Donc pire que les montagnes russes, effectivement. Voilà, on les voit là, les montagnes russes, c'est Mm. exactement ça. Pour tout te dire, moi, en 30 ans de carrière, je crois que j'ai jamais vu ça. Donc là, Ouais. même sur l'or, hein, c'est-à-dire que une telle volatilité en intraday, c'est-à-dire sur la Mm. journée. Donc là, tu vois, Mm. je vous ai montré. Tout s'est passé, on va dire, entre le 29 et le 30 janvier, voilà, Oui, oui. moins de 2 jours, hein, si tu Mais- veux. Donc, c'est complètement fou. C'est-à-dire que au plus haut, donc, on a touché le 29 janvier 5 595 $ l'once, tu vois, c'est la Mm. courbe rouge. Mm. Donc là, la courbe rouge, c'est les plus hauts. La Mm. courbe du milieu, la courbe verte ici, c'est la clôture, hein, et la courbe bleue, c'est le plus bas. Donc, regarde bien, en 2 jours, on est passé de 5595 Mm. à 4404. Oui, oui. Et alors, Complètement fou, évidemment. Et là, ça redémarre. On est remonté même à 5000 tout à l'heure. Là, on est autour des ouais. 4009. Et alors, ce qui Donc, est amusant, Marc, c'est qu'on parlait dans notre dernier podcast, on disait direction les 5000. On n'était pas encore oui, à 5000 c'est et ça. finalement, on a accéléré à Non, mais 5006 tu fais bien d'une manière mais bien sûr, tu fais bien de le rappeler. raisonnée. Parce que moi, effectivement, l'année dernière, il y a déjà plusieurs années, je me dis Oui. oui, l'or va monter. Et à chaque fois qu'on atteint des paliers, alors peut-être on va regarder le graphique suivant, peut-être justement. Là, on va voir l'or depuis janvier 2024. Voilà, Mm. on a d'abord dépassé les 1500 $, après les 1900, voilà, après les 2600. À chaque fois, on dit bon, là, c'est bon, ça va s'arrêter. Non, ça va continuer, mais bon, soyons prudents, ça va peut-être s'arrêter. Puis tu vois que sur la fin de période, ça s'est évidemment complètement accéléré, c'est devenu complètement fou. Tu vois, donc 4003, d'abord 3004, regarde, entre avril 2025 et début 2026, enfin 3004, 4003, 5000, Mm. et effectivement, hein, dans l'année du dernier podcast, on disait, bon, 5000, on va les atteindre, mais peut-être pas tout de suite. Pas En tout de fait, on l'a suite, fait ouais. tout de suite, on l'a fait 2 jours Ouais, après, tu vois. Même ouais. on est monté, donc on l'a vu tout à l'heure, à 5005 en intraday, Mhm. sur la journée, et puis là, Mm. on redescend à 4006, même 4004, là, on remonte à 4009, bon. Il y a un mouvement spéculatif quand même, bien sûr, je l'ai Clairement. souvent évoqué, pourquoi l'or augmente? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Les banques centrales asiatiques achètent évidemment massivement de l'or, donc elles convertissent leur dollar en or, donc ça fait une Mm. demande d'or. Il y a également l'or qui est une valeur refuge, hein, tout simplement, c'est contre les affres politiques, géopolitiques, financiers. Donc s'il y a des dangers de guerre mondiale, etc., ou autres, même de crise financière, on achète de l'or, c'est une protection. Je rappelle que c'est la contrepartie de la masse monétaire, normalement, l'or, hein, donc ça reste sûr. Donc autant les monnaies, ça peut fluctuer, autant l'or, voilà, ça rassure, bien entendu, c'est historique, c'est séculaire. Il y a également dans beaucoup de pays émergents, eh bien, l'or, c'est un signe extérieur de richesse. Donc c'est vrai que nous, en France, on cache plutôt quand on a réussi, mais dans ces pays-là, ils veulent le montrer. Donc il y a également des achats d'or pour consommation, hein, ne l'oublions pas. Mm. Et après, alors l'or également, comme l'argent, on en parlera, est utilisé aussi d'un point de vue industriel, surtout l'argent d'ailleurs, mais aussi il y a une demande qui est supplémentaire. Et puis l'épargne, hein, tout simplement, là, ce que j'appelle la poire pour la soif. Quand les épargnants se disent, on va peut-être acheter de l'or justement, même papier d'ailleurs, mais pour assurer ses arrières, entre guillemets. Donc c'est ce qui fait qu'on a cette flambée. Sauf que quand tu as un tel mouvement de hausse, bah, tu as aussi des mouvements spéculatifs qui arrivent. Donc c'est ce qui s'est produit. Ouais. Donc un mouvement spéculatif, quand on est monté à 5005 comme ça, il y avait un Mm. problème. Après, ça s'est effondré pour ensuite Oui. remonter Alors fortement. justement, non mais justement, alors le prétexte qui a été donné, c'était la nomination de Kevin Warsh, hein, qui est le nouveau banquier central américain, qui serait moins dovish finalement que ce qui était attendu. Donc ça a été le prétexte à ce moment-là Oui, de la vente. Mais ouais, mais quand après, même. c'est un effet, non, non, mais ensuite c'est un effet contagion dans le sens où on a des appels de marge, parce que là il y a des positions tellement spéculatives que les appels de marge, sur les produits dérivés obligés de couper leur position. Et donc, ça crée cette chute de moins 10%. Donc, le vendredi, c'était vendredi 30 janvier. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que comme il y a un mouvement spéculatif, c'est-à-dire pour simplifier, qu'il y a des investisseurs Mm. qui justement donc, achètent des options, et comme il y a des appels de marge, c'est-à-dire que pour éviter justement qu'il y ait des crises comme il y a pu avoir l'affaire Mm. Kerviel ou d'autres affaires, etc. On fait tous les jours des appels de marge justement, pour limiter la prise de risque effectivement des investisseurs, des traders et de certaines banques. Et donc à ce moment-là, ben, quand il y a ces appels de marge, si tu n'as pas, tu as pas Oui, l'argent en face, ben, tu dois évidemment vendre ton voilà. actif pour justement Qui accélère, c'est le limiter, mouvement. Mm. ou la perte, ça dépend de ta position. Et donc, c'est ce qui fait que, voilà, il y a des mouvements très. Mais il y a bien un mouvement spéculatif derrière. Alors, c'est vrai que, encore une fois, la spéculation, ça fait partie de la vie des marchés, mais quand ça devient que les marchés, qu'il n'y a plus que ça, évidemment, ça devient dangereux. Et Mm. tu l'as bien dit, ça aussi, c'est une nouvelle importante quand même, hein, parce que beaucoup avaient dit, oui, Donald Trump va nommer
nommé quelqu'un de proche qui va faire ce qu'il veut, qui va baisser les taux, etc. Donc, ça a inquiété également. Il faut reconnaître que si la Réserve fédérale américaine n'est plus crédible, ça peut là aussi générer une inquiétude. Le fait qu'effectivement, il est nommé donc Warsh pour permettre justement d'être plus crédible, entre guillemets, parce que c'est quand même ce qu'on appelle un faucon, hein, mais accommodant. C'est-à-dire globalement, bah, il est pragmatique, quoi, hein. Donc, il aura plutôt tendance à refuser de baisser trop fortement les taux d'intérêt, sauf en cas de coup dur, mais ça a quand même évidemment rassuré les investisseurs. Et donc, c'est ce qui a pu expliquer la baisse de l'or. Mais comme on vient de le dire, ben, c'est remonté à 5000, hein, ou même à 4009, tu vois. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des sous-jacents qui sont bien là pour justifier cette or aussi chère. Alors, bien sûr, on l'espère tous, si demain il y a une paix mondiale, qu'il n'y ait plus de risque de guerre, soit avec l'Ukraine ou avec l'Iran, etc., que tout s'apaise, à ce moment-là, bien sûr, l'or pourrait baisser, mais je dis toujours, quand l'or baisse fortement, c'est le moment, là aussi, d'en racheter. Donc, je vous ai fait un petit calcul, ouais, juste pour, même à 4900 $ l'once, tu vois que ça fait quand même une hausse de 13, quasiment 14% depuis le début 2026, donc en quelques jours finalement, 88% depuis le début 2025 et 365% depuis décembre 2015. Donc voilà, ça reste quand même une excellente performance. On a conseillé, c'est vrai, d'acheter de l'or. Donc ceux qui l'ont fait, bravo à vous. Je vous ai fait également un petit graphique sur l'or, mais en euros, hein, parce que là, évidemment, ça nous concerne. Comme le dollar a un petit peu baissé, donc là aussi, ça a pu jouer sur les variations sur l'or. Et donc, parce que là aussi, j'ai beaucoup de questions. Tu dis, c'est quoi l'once d'or, ça vaut combien, etc. Donc voilà, un petit récapitulatif. L'once d'or, c'est 31,1 grammes d'or, hein, voilà, pour être précis, sur le slide suivant. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le gramme d'or, c'est 134. Voilà, 134 € le gramme d'or. Vous vous rendez compte, c'est quand même assez sympathique. Donc, ça veut dire 134 000 € le lingot d'un kilo, bien sûr, et 33 500 le lingotin de 250 grammes, parce que peut-être certains en ont. Donc voilà, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, si vous voulez faire plaisir à votre dame, voilà, c'est peut-être votre fiancé, je ne sais pas. C'est peut-être l'occasion d'en profiter. Il fallait peut-être l'acheter l'année dernière. Ah oui, mais si vous avez acheté l'année dernière, c'est encore mieux. Ouais. Mais bon, si vous avez des vieilles reliques en or, c'est voilà. Alors, je termine sur évidemment de l'argent. Bon, ça, c'est quand même assez incroyable, hein. Donc, voilà. Ça fait que ça fait 300%. Donc, c'est vrai que l'argent, ça vient après l'or. C'est une fois que l'or est trop cher, on se dit on va se réfugier vers l'argent. Il y a également l'argent qui entre dans beaucoup de biens industriels. Donc, là aussi, il y a une demande qui est là. Et donc, ce qui a fait flamber, donc, vous voyez, de 300% les cours de l'argent entre janvier 2025 et janvier 2026. Et puis là, moins 32% en 2 jours. Après, ça remonte de 10%. Bon, ça reste quand même très, très volatile. Mais là aussi, bon, il faut quand même rester prudent. Donc voilà, quand on achète, il faut garder ensuite et ne pas vouloir faire forcément justement jouer avec les montagnes russes parce qu'on peut se faire mal, bien entendu. Non, mais voilà, on s'est fait... Clairement, juste non, mais par rapport à la volatilité actuelle, c'est vrai que si vous tradez, c'est-à-dire si vous faites de l'investissement très court terme sur l'argent ou l'or, il faut quand même prendre des positions sans effet de levier quand même. Là, ça reste déjà la volatilité est telle que vous n'avez pas besoin de prendre du levier parce que c'est possible, hein, sur les taureaux de prendre du levier. Donc là, il vaut mieux rester quand même très prudent avec cette volatilité-là, car sinon, alors si vous êtes dans le bon sens, tant mieux, mais on ne fait pas que des trades gagnants en général, donc voilà, c'est pour une préservation du capital aussi. Oui, je le dis toujours, c'est-à-dire que quand effectivement, voilà, on s'amuse, voilà, entre guillemets, on s'amuse, c'est-à-dire voilà, on veut avoir une gestion dynamique, très bien. Et quand on prend des positions justement sur des options, alors là, il y a un effet de levier, mais à la hausse comme à la baisse, donc ça peut être extrêmement dangereux. Donc vraiment, mettez ce qu'on appelle des stop-loss, hein, pour couvrir vos positions, ne pas avoir des pertes trop lourdes, parce que j'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure justement par hasard, enfin bref, et donc il me disait justement qu'il avait perdu énormément. Et donc faites très attention quand même, ça reste, surtout si évidemment il y a des effets de levier, ça peut être très volatile. Alors, pour terminer, avant ta partie, Antoine, donc je l'avais promis de parler également du Bitcoin. Bon, là, c'est assez incroyable, hein. Donc là, je sais pas, je crois que ça a encore baissé. Là, on est maintenant à On a 74 cassé 000 les $. 75 000. Hein. On Voilà, doit être on est à à... 74 000 $, je crois qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc c'était un plus bas depuis novembre 2024. Tu vois, donc au fur et à mesure qu'on fait les graphiques, c'est en train de s'effondrer quand même. Ça fait quand même moins 40% par rapport au 6 octobre. Alors évidemment, ça reste plus haut que ce qu'il y avait au début 2024, mais quand même, c'est un plus bas depuis novembre 2024. Donc voilà, à surveiller. Là aussi, ça reste extrêmement volatile. Je termine avec l'euro-dollar.
Là, sur le graphique suivant, donc là aussi, on est monté à plus de 1,20 $ pour un euro. Là, ça repart un petit peu, donc à la baisse, on est autour des 1,18 $ pour un euro. Ça va dépendre évidemment de la volonté de Donald Trump, parce que tant qu'il dit je veux un dollar faible et qu'il est content d'un dollar faible, ben, le dollar va rester faible. Mais on l'a vu tout à l'heure, hein, les écarts de croissance sont à l'avantage du dollar, donc des États-Unis. Les écarts de taux d'intérêt sont également à l'avantage du dollar, que ce soit les taux monétaires ou les taux obligataires. Voilà, donc là, tout dépend du discours de Donald Trump. Donc tant qu'il favorise un dollar faible, ça marche. Attention quand même, il y a la zone euro qui est toujours en danger avec la France, qui pourrait générer une crise financière. Donc là aussi, soyez quand même prudents sur l'euro-dollar. Je pense qu'on peut très vite revenir vers les 1,10 $. Ça pourra aller très très vite, comme on l'a vu voilà, sur l'or, peut-être un peu moins abrupt, mais quand même, on pourra très très vite quand même rebaisser dès qu'on aura un mouvement donc justement de crise financière en France et dans la zone euro. Donc voilà, soyons quand même prudents sur l'euro. Je pense que Mm. le niveau d'équilibre, c'est quand même entre 1,10 et 1,15. Au-delà, on est quand même très cher. Oui, clairement. C'est vrai que là, c'est aussi assez volatile aussi hein, sur les paires en dollars. Alors, on va terminer avec les marchés boursiers. Et puis après, à la fin, on prendra pendant 5-10 minutes vos questions. Effectivement, les marchés boursiers sont impactés évidemment par la situation géopolitique, hein, en premier lieu quand même, qui est vraiment très instable. Et on est aussi donc en pleine période de publication de résultats. Donc, je vais y revenir par la suite. Mais donc, en fait, ce qu'on peut dire hein, depuis le début de l'année, c'est que l'Europe surperforme les États-Unis. Et ça, on en avait d'ailleurs parlé. Hein, on l'avait annoncé en début d'année. On avait dit, là, on a quand même une fenêtre pour justement la vieille économie, comme on l'appelle, puisque quand on regarde les performances depuis le début d'année, donc on a un CAC 40 hein, qui surperforme, hein, le DAX et donc à plus 1,14, hein, surtout le FTSE. Alors, vous allez me dire, c'est pas l'Europe, mais bon, on considère quand même que l'indice anglais traditionnellement et faisait partie de l'Europe, donc on est à plus 5%. En revanche, côté américain, on voit que le Nasdaq, donc c'est l'indice sous-performant depuis le début de l'année, puisqu'il perd 3%, et alors il perd encore aujourd'hui 2,5%, donc on serait aux alentours des moins 5 déjà, et le S&P aussi qui passe en négatif. En revanche, le Dow Jones, qui est à l'indice effectivement entre guillemets de la vieille économie, avec des bancaires, avec des industriels, la santé, etc., donc performe. Donc, qu'est-ce qui performe en France? On a les sociétés dites défensives, secteur télécom, Orange qui prend 16% depuis le début de l'année, l'industrie, ArcelorMittal, Air Liquide également, la défense, alors la thématique défense, bon, ça on comprend totalement pourquoi ça performe bien, on a plus 11% pour Thales, et les bancaires également qui profitent encore. Et on l'a vu dans les résultats notamment de BNP Paribas, plus BNP Paribas qui est revenu au plus haut historique. Hein, ça faisait le plus haut historique daté de la crise des subprimes en 2008. Hein, c'était 90 euros. On n'avait pas revu ce cours depuis donc 2007 ou 2008. Et là aujourd'hui, on a retrouvé donc les 90 euros sur BNP Paribas et Société Générale plus forte hausse en 2025 et qui continue à performer. Donc on a aussi finalement la période de remontée des taux 2022-2024 qui profite aux banques dans leur ensemble. Voilà, donc pour l'Europe. En revanche, côté américain, donc là je vous ai fait un petit récap des publications de résultats qui ont fonctionné et celles qui ont moins fonctionné. Donc, côté hausse, on va voir Palantir. Hein. Palantir, vous savez, c'est les logiciels espions hein, dont les clients, c'est DGSE, FBI, CIA, etc. Donc là, on a ça, ça marche toujours très bien. On a une croissance du titre, fait une croissance commerciale de donc, chiffre d'affaires plus 137% annuel. Meta, hein, donc Meta, c'est Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Donc ça marche bien encore avec les revenus publicitaires. Et IBM aussi qui a bien publié. En revanche, à souligner quand même la forte baisse de Microsoft. Microsoft perd 15% depuis ses résultats. Donc c'est considérable parce que quand on a une société qui fait 4000 milliards de dollars, lorsque vous perdez 15%, vous perdez plus de 1000 milliards de dollars. Donc c'est quand même, non, un peu moins de 1000 milliards, mais vous êtes à 800 milliards. Donc c'est énorme. 800 milliards, c'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 fois LVMH, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Donc en fait, les résultats sont pas si mauvais. Mais les résultats sont sanctionnés parce que justement les coûts liés à l'intelligence artificielle sont démesurés. En fait, on a des coûts qui représentent plusieurs centaines de milliards par an.
de Microsoft. Et on voit justement qu'il y a aussi, alors Microsoft est très lié à ChatGPT, hein, OpenAI, et on voit que OpenAI est challengé par des nouvelles intelligences artificielles comme Gemini de Google ou Anthropic d'ailleurs. Et donc en fait, le fait que OpenAI, maison mère de ChatGPT, est surendetté, hein. On a une boîte qui perd 8 milliards de dollars quand même par an. Et donc ça inquiète en fait. On se dit, le rendement coût-bénéfice, pour l'instant, n'est pas du tout visible. Et par conséquent, ça inquiète les investisseurs, alors que les résultats sont excellents. On a plus de 20% de bénéfices, etc. Mais bon, voilà. On a AMD aussi, qui est le concurrent direct de Nvidia, qui lui a perdu 14%. Et aussi Alors là, je vais y revenir par la suite. C'est tout ce qui est les logiciels et la data, donc Salesforce, Snowflake, qui perd 8%. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une zizanie actuelle. Alors ça date depuis cette semaine, dans le secteur des logiciels. En fait, Anthropic a annoncé donc un outil capable d'automatiser des tâches juridiques d'entreprise, comme les revenus de contrat, la conformité, les tri de documents. Et donc toutes les entreprises de logiciels en fait qui font ces logiciels, comme Reuters, Sage, ou alors il y a aussi SAP en Allemagne, hein. SAP, c'est le leader allemand. Je ne l'ai pas mis, mais il perd 15% depuis l'annonce d'Anthropic. Et Capgemini également en France, qui perd 11% depuis cette annonce. Et en fait, on voit que finalement, l'intelligence artificielle va disrupter le marché de manière parfois inattendue. Et on nous annonce comme ça qu'une intelligence artificielle peut remplacer des outils capables d'automatiser des tâches. Donc en fait, il y a certaines pans de l'économie qui peuvent être impactés. Et là, pour le coup, c'est le logiciel. Et alors, c'est pour ça aussi que le Nasdaq perd aussi, baisse aussi, hein. Donc ça, c'est la récente baisse du Nasdaq est due à cette annonce en fait d'Anthropic, justement, sur les logiciels. Donc voilà, donc on voit qu'il y a une nervosité ambiante, due au fait qu'il y a cette tension un peu partout en niveau géopolitique, mais aussi il y a les valorisations qui sont très élevées, hein, notamment, hein. Il faut pas oublier que le Nasdaq reste sur quasiment 50% de hausse, hein, depuis le point bas des droits de douane. Donc en fait, on a aussi cette prise de bénéfice aussi, hein, il faut, sur les valeurs tech américaines. Mais à mon sens, et d'ailleurs, je ne suis pas seul à le penser, on pourrait avoir une prolongation de la correction qui est en cours sur les valeurs tech américaines. Donc, attention, parce que je sais que vous, chez eToro, pour ceux qui nous écoutez, vous êtes assez exposés à la tech. Et donc, peut-être diversifier justement vers ce qu'on disait, vers l'Europe ou vers les sociétés dites traditionnelles, industriels qui, justement, tirent leur épingle du jeu depuis la fin de l'année 2025. Voilà. Ouais, c'est Ouais. clair que tu as une situation très compliquée, donc qui montre bien là, on Mm. est là, ça y est, on est dans le dur maintenant, c'est-à-dire qu'on voit bien les vrais impacts de l'IA sur l'économie, quoi, sur, sur la bonne marge des entreprises. Alors, il y a des facteurs positifs et des facteurs évidemment plus négatifs, donc il va y avoir, le marché va être repensé, mais je pense que la clé, tu l'as dit, hein, c'est évidemment la valorisation. C'est-à-dire que, Mm. voilà, quand on a une dette énorme, quand on a des profits qui ne sont pas forcément à l'aune de ce que certains peuvent imaginer, ça veut dire que les PER sont peut-être bien plus élevés que certaines veulent le croire, et donc on aura bien sûr des ajustements. Moi, quand même, je serais prudent, hein, sur l'Europe, Mm. hein, et sur les bancaires, parce que Mm. justement, on a quand même un vrai risque sur les taux d'intérêt, on a un risque sur la France. Donc ça, voilà, je pense que là, les résultats, tu l'as bien dit, que ce soit sur BNP ou autre, c'était l'année dernière. Là, si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, qu'il y a une vraie crise de la dette publique en Europe, à mon avis, ce qui est inévitable, hein, je pense que ça va arriver cette année. Alors là, faudra quand même être prudent sur les bancaires. Donc voilà, bon, ça, on pourra acheter sur des mouvements plus bas, bien entendu. Donc voilà, c'est l'histoire des marchés, hein. C'est-à-dire que quand ça va trop loin, il faut qu'il y ait des phases de respiration. Donc, je pense qu'on en aura une là. Ça a déjà commencé, hein. Ça va continuer, je pense, en 2026. Donc, avec quand même pas mal de risques politiques, géopolitiques. Et je pense que l'un des principaux risques, ça reste quand même, d'un point de vue financier et économique, ça reste la France,
qui est, donc on l'a vu, hein, le pays qui décline, hein, qui n'est plus capable de faire de la croissance et qui continue de s'endetter de façon comme ça, éhontée, donc qui continue de déraper sur les comptes publics, d'augmenter les impôts. Donc il y aura forcément, je dirais, une sanction tôt ou tard. Les agences de notation ne font pas leur boulot, donc évidemment, ça bloque, mais ça finira évidemment par arriver. Donc quand même, soyez prudents sur l'Europe à moyen terme. Et puis après, bien sûr, le discours de Donald Trump, on n'est pas dans sa tête, donc c'est très compliqué de savoir ce qu'il va faire. Peut-être même lui, il ne sait même pas d'ailleurs. Donc là aussi, il faut rester très prudent. Oui, alors donc là, on va peut-être prendre des questions justement. Donc j'ai une question sur Air Liquide. Pourquoi Air Liquide progresse? Air Liquide, en fait, on est sur un titre qui a publié des résultats très solides et on a une valeur, pas refuge non plus, mais c'est une valeur en fait qui profite hein, de cet engouement vers les valeurs industrielles. Donc voilà, c'est une hausse de 7% depuis le début de l'année. Après, on me demande le cuivre. Est-ce que tu as une vue, toi, sur le cuivre ou pas? Bah, le cuivre, justement, là aussi, C'est au ça plus suit quand haut. même également hein, un petit peu l'argent, mais c'est vrai qu'il y a, c'est intégré dans pas mal de produits industriels. Donc là, il y a une vraie demande industrielle au-delà de la spéculation. Donc, oui, donc, Hmm. et ça reste quand même très volatile. Donc, il faut quand même rester très, très prudent. Et j'ai une question quel est le lien, pour toi, Marc, quel est le lien entre la baisse du dollar et la hausse de l'or? Voilà, ce que je Hmm. voulais te dire, c'est que dans le mouvement, le dollar, tout à l'heure, on a parlé vis-à-vis de l'euro, donc le dollar, évidemment, a tendance à baisser vis-à-vis de l'euro, parce qu'il y a ce mouvement, je dirais, donc de Donald Trump, hein, mais par contre, c'est pas du tout justifié. On voit que l'Europe souffre, et la zone euro en particulier, mais par contre, c'est que le dollar baisse vis-à-vis de toutes les devises. Donc il y a bien une baisse du dollar global, et à partir de là, ça s'explique également parce que beaucoup de banques centrales qui ont des dollars, évidemment, les transforment en or. Ça fait également donc une vente de dollars sur le marché mondial, et donc ce qui fait baisser mécaniquement le dollar. C'est pourquoi il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que la désaffection qu'on peut avoir sur le dollar, même si bon, je ne crois pas encore à une dédollarisation de l'économie, on n'en est pas là. Certains me disent oui, il y a le fameux unit hein, des BRICS, etc. Les BRICS ne sont pas encore prêts, évidemment, parce qu'il faut une monnaie crédible. Même le yuan n'est pas prêt pour concurrencer le dollar, parce qu'il faudrait une devise forte pour concurrencer le dollar. Or, le yuan, s'il est trop fort, eh bien, ça va casser l'activité chinoise. On a vu que les Chinois ont besoin des exportations. Si le yuan est trop fort, vraiment d'exportation, et l'économie va s'effondrer. Je rappelle, hein, le niveau du yuan, c'est à peu près 7,2 yuan pour un dollar. Donc, le niveau d'équilibre, sur la parité de pouvoir d'achat, c'est 3,50 yuan pour un dollar. Donc, tu vois que le yuan devrait être à 3,50. On est à plus de 7. Donc, il est sous-évalué de façon structurelle. Donc, s'il est pour concurrencer le dollar, il faudrait un yuan à 3,50. Donc, c'est pas demain la veille. Tu vois. Donc, ça veut dire que là aussi, le dollar on va peut-être moins l'utiliser. Il y a beaucoup de banques centrales qui vont transférer donc leurs réserves de change qui étaient en dollars, ils vont plutôt acheter de l'or. Donc, c'est ce qui justifie également la hausse de l'or. D'accord. Mais par contre, le dollar reste la monnaie des transactions mondiales, reste la monnaie des réserves de change dans le monde. Donc, Hmm. pour l'instant, comme il n'y a pas vraiment de concurrent dollar, ça va venir. Hein, tôt ou tard, le dollar perdra de sa superbe. Et d'ailleurs, c'est le risque que prend Trump, parce que si le dollar baisse trop, alors là, ça peut accélérer le mouvement. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'avoir un dollar trop faible, sinon ils peuvent perdre justement leur hégémonie. Hein. Et si les Américains n'ont plus le dollar comme benchmark, comme on va dire référence du système monétaire international, alors là, ça peut devenir très dangereux hein, sur leur dette publique, sur le financement de leurs investissements. Donc, non, il ne faut pas que le dollar baisse trop, sinon ce sera très dangereux pour les États-Unis. Donc, je pense que Trump, il est pragmatique, donc il finira lui aussi par comprendre qu'on n'a pas besoin d'un dollar qui soit trop faible. Et on me demandait justement lié à l'or, où est-ce qu'on peut acheter de l'or en toute sécurité? Alors après, tout dépend si vous l'avez acheté de l'or physique ou de l'or papier. Dans l'or papier, comme on dit, bah, c'est via des produits financiers style ETF, etc. Sur eToro, vous pouvez acheter de l'or évidemment en toute sécurité. Et puis l'or physique, après, bon, on va pas. Alors, physique, le problème, c'est que maintenant, comme il a flambé, voilà, ça attire Hmm. les bandits, quoi, ça attire les voleurs. Ouais, Donc, il faut faire attention, il faut le mettre dans ouais, un coffre. Je sais qu'en Suisse, par exemple, les coffres sont pleins. Donc, c'est ouais. plus possible d'ouvrir des coffres maintenant en Suisse, d'après ce que j'entends. Hein. Peut-être on a peut-être des combines pour certains. Mais donc, voilà, ça vient dire que, voilà, une fois que vous avez votre or, il faut évidemment Hmm. pouvoir le protéger. Donc, c'est Hmm. c'est vrai que l'or physique, c'est bien, mais voilà, après, il y a le coût, je dirais, de protection de cet or voire d'assurance contre les vols, contre le banditisme. Et donc, ça qui est très dangereux, on l'a vu également avec la crypto-monnaie, tous ces rapts là, c'est assez fou quoi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc voilà, donc Hmm. faut quand même rester prudent, mais bon, on peut quand même encore acheter de l'or physique si on peut se Ah, faire plaisir comme ça entre guillemets, ou alors bien sûr les ETF, et Toro évidemment propose. Donc ça alors, aussi, on peut faire un patch des deux.
Justement, j'ai une question sur, alors plus économique, sur la Corée du Sud. C'est vrai qu'on en a, la Corée du Sud progresse énormément en bourse. Ce que penses-tu des indicateurs économiques, voilà, de la Non, Corée du la Sud? Corée du Sud va très bien pour une raison Mm. simple. Et d'ailleurs, depuis quelques années, c'est grâce à ses efforts de R&D. Elle consacre Mm. quasiment 6% de son PIB à la R&D, à la recherche-développement, à l'innovation. Et donc là, c'est évidemment, ça paye hein, pour la Corée du Sud, donc qui paraît être un risque justement moins élevé que ce qui se passe en Japon. Donc, d'ailleurs, on voit des mouvements de plus d'investissement. Plutôt que d'aller au Japon, bah, ils vont aller peut-être en Corée, même des Japonais qui vont aller également en Corée du Sud. Donc ça Mm. risque bien. Par contre, loin de la Corée du Sud, c'est que bah, tu as le problème de la Corée du Nord. Hein. C'est-à-dire que ils sont pas vrais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours un risque. Si tu veux, avec un voisin aussi belliqueux, aussi dangereux. Donc là aussi, ça peut être remis en question. Mais c'est vrai que l'économie se porte bien, d'où effectivement la bonne tenue des indicateurs boursiers coréens, avec également des entreprises mondiales qui, là aussi, ont un bon positionnement dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc bravo à eux, c'est grâce évidemment à l'innovation, à la recherche-développement. Donc ça rappelle l'importance de l'innovation en économie et en finance, bien entendu. Alors, une dernière question sur l'économie. Après, j'ai des questions sur les cryptos, mais j'ai des questions. Bon, alors, c'est une question vraiment très large, mais comment l'Allemagne a pu créer de la richesse? Pourrait-on l'appliquer pour la France? Bon, Bah, c'est très c'est. simple, hein. L'Allemagne, en fait, ce qui a créé sa richesse, c'est qu'elle a maintenu une industrie puissante et elle a maintenu des industries puissantes et des entreprises puissantes, ce qu'on appelle des ETI, entreprises de Hmm. taille intermédiaire. Nous, tu vois, par exemple, on me dit en France, oui, mais regardez, il y a eu plus de 1 million de créations d'entreprises, c'est formidable en France. Oui, mais sauf que quand vous regardez le détail, 97% de ces créations d'entreprises ont zéro ou un salarié. Parce que je veux dire, c'est Hmm. pas vraiment des entreprises, c'est des micro-entreprises, etc. Donc, alors qu'en Allemagne, évidemment, ce qui fait la force de l'économie allemande, c'est qu'il y a beaucoup d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, qui sont créées, donc qui distribuent de la richesse, qui créent des emplois, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait que malgré tout, les Allemands ont pu créer de la richesse grâce à cela. Pourtant, comme j'évoquais tout à l'heure, ils ont fait des erreurs, hein, notamment sur l'arrêt du nucléaire. C'était un drame hein, pour l'économie allemande. Ils payent encore aujourd'hui cette erreur stratégique. Mais malgré la baisse de la population allemande, c'est ça qui est fou, ils font plus de création de richesse que nous, les Français. Alors que nous, on a augmenté la population avec l'immigration, etc. Maintenant, ça marche plus. La population est en train de baisser parce qu'il y a moins de natalité que de naissance, que de décès. Mais toujours est-il qu'on voit bien, hein, malgré tout, bah, quand vous avez des rouages, des structures solides, ça vous permet de créer davantage de richesses qu'un pays comme la France, qui malheureusement est sur du sable. Hein. C'est-à-dire qu'on a cassé toutes nos structures économiques, tous nos fleurons, vous voyez, on veut les taxer davantage. Donc voilà, c'est ce qui casse l'économie. Je vous rappelle que l'Allemagne également a fait des réformes draconiennes dans les années 2000 et ça joue encore aujourd'hui. Hein, donc c'est un travail qui est moderne. Et les Allemands travaillent plus longtemps que nous, évidemment, et plus tôt et plus longtemps. Et donc voilà, il n'y a pas ce drame français où on travaille de moins en moins, il y a de plus en plus de chômage, il y a de moins en moins d'entreprises, de vraies entreprises, c'est-à-dire qui créent beaucoup d'emplois. Et donc, par contre, il y a de plus en plus de dépenses publiques et d'impôts. Et c'est ça qui casse la croissance, parce que justement, les Allemands ont réussi à réduire les impôts et réduire les dépenses publiques, ce qui leur permet de sauver finalement le système. Alors maintenant, ils vont se mettre justement à augmenter la dette publique. Ça peut être dangereux parce que justement, hein, justement, si les Allemands émettent de la dette, alors ça veut dire que nous, ben, on aura moins d'acheteurs pour notre dette. Les investisseurs vont préférer du triple A allemand que du double A ou du simple A français. Donc, et là aussi, ça risque. Je vous rappelle que la France va devoir émettre 360 milliards d'euros de nouvelles dettes cette année. Donc, ça risque d'être compliqué si les Allemands aussi se mettent à augmenter leurs dettes. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que pour aller, l'Europe, la zone euro, elle est en danger. Hein. Donc, parier sur l'euro ou sur les entreprises boursiers, cotées en bourse en Europe, même si elles sont peut-être moins chères qu'aux États-Unis, c'est vrai, soyez prudents. Tout de même, Hmm. malgré tout, je pense que le risque aujourd'hui, malheureusement, il est en Europe. Alors justement, bon, j'ai une question sur l'action eToro. Donc, on ne commente pas sur l'action eToro. Donc, elle est juste, effectivement, elle baisse, hein, mais comme toutes les actions en fait de la tech qui est de côté aux États-Unis. Donc, ça suit le mouvement pour l'instant. Donc, voilà ce que je peux dire. Sinon, alors sur le Bitcoin, effectivement, bon, expliquer la baisse. En fait, alors, il y a une des explications de la baisse actuelle, c'est que c'est le fameux cycle des 4 ans. Hein. Vous savez, on a ce cycle des 4 ans où, en fait, au bout de la quatrième année, c'est une année de baisse. Donc, il y a eu 2018, 2022 et 2026. Donc, alors, on réapplique finalement, enfin, on réitère ce cycle qui est en train qui fonctionne. Maintenant, si on regarde des raisons plus pragmatiques, c'est-à-dire qu'on a depuis aussi, en fait, on a une défiance en fait vis-à-vis des cryptos depuis quelques mois. Et puis on a une décollecte en fait, notamment dans les ETF. Enfin, les ETF,
dans ces produits aux États-Unis, il y a eu beaucoup de flux entrants et là, on a sorti pas mal de ces flux. Enfin, on a flux négatifs justement sur les ETF américains. Donc, ça explique la récente baisse. Après l'accélération de ces 3 derniers jours, je n'ai pas vraiment d'explication à cela. Voilà, il y a pas, moi, Mais ça reste sur les flux, hein, comme tu l'as dit, Hmm, malheureusement, il y a beaucoup de spéculation, donc il y a des mouvements, voilà, une fois que ça baisse, ben, tu n'as pas envie de voilà. perdre davantage, donc voilà, Hmm, tu déclenches des positions, tu lèves tes stop-loss, etc. Donc ce qui fait qu'évidemment, cette baisse peut s'accélérer, hein. Voilà, hmm. après, on ne sait pas quelle est la valeur d'équilibre du Bitcoin, hein, je suis désolé de le dire, Ouais, oui, du c'est moins sur ça. la base des fondamentaux économiques. Alors après, bon, si certains savent, ben, qu'ils nous le disent, en tout cas, je ne le sais pas, donc voilà. Le problème, c'est Hmm, qu'on n'arrête pas un couteau qui tombe, quoi. Voilà, donc ça, voilà. voilà, ça va être compliqué. Hmm, Donc, hmm, voilà, il faut arrêter par le manche. Mais sinon, hmm. pas par, pas par la lame. Ouais. Donc, voilà, ça peut durer, je pense, hein, assez longtemps. Parce que même si tu réfères à 2010-2022, généralement, c'était plutôt en fin d'année que ça se calmait. Là, si dès le début de l'année, ça commence à faire mal, il faut voir Hmm, comment va être la fin d'année 2026, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, ouais. voilà. Bon, il y aura Et, des mouvements d'aller-retour, hein, de yo-yo permanent. Donc, voilà, on peut simplement rappeler le couple rendement-risque. Quand vous avez un rendement élevé, bah, il y a un risque élevé. Voilà. On n'arrête pas de vous le dire sur les crypto-monnaies. Donc, on est en train de le vivre aujourd'hui, hein, tout simplement, hein. Et même quand on voit effectivement la variation sur l'or, bon, on se dit bien, il y a un problème. Il y a un problème, Jules, sur les grandeurs financières. Peut-être c'est trop de cash qui a été un petit peu partout. Maintenant, ça se calme. Voilà. Et c'est évident qu'il y a des mouvements très, très bizarroïdes. Donc, peut-être qu'on connaîtra la vérité dans quelques mois ou quelques années. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même des mouvements, encore une fois, je te le dis, en 30 ans de carrière, moi, je crois que j'ai jamais vu ça, peut-être à part pendant vraiment les cracks, voilà, du style les crises des subprimes ou l'affaire de Lehman Brothers, voilà, ou la bulle Internet qui se dégonfle. Voilà, mais sinon, c'est quand même des mouvements très, très rares. Donc, c'est pas bon signe. Voilà. Ça veut dire qu'il faut rester effectivement très prudent et peut-être éviter de prendre trop de risques aujourd'hui. oui, effectivement. J'ai une question sur Novo Nordisk. Effectivement, Novo Nordisk qui fait des médicaments anti-obésité et qui perd des 20% aujourd'hui. En fait, effectivement, donc on a depuis l'annonce de Trump hein, de baisser les prix des médicaments aux États-Unis. On a un titre qui a baissé son bénéfice hein, de 14%. Donc, on a un bénéfice en repli 14%. Donc, ça explique le repli du titre en partie. Mais on est aussi sur une tendance baissière hein, depuis plusieurs mois sur Novo Nordisk. Et là, ça reprend pas. Il y a une concurrence assez importante finalement sur ce segment-là des pilules anti-obésité, puisqu'on a vu qu'il y a aussi des laboratoires comme Novartis qui est en train de se mettre dessus. Voilà, et donc on a finalement cette concurrence accrue qui met de la pression sur Novo Nordisk. Est-ce que j'ai d'autres questions? Après, euh, bon, non, après j'ai une question encore sur le budget français. Euh, Ouais, alors attends. Certains pays s'obligent à avoir un budget à l'équilibre. Il me semble que personne ne porte un projet similaire en France. Y a-t-il une autre raison à part le besoin d'avoir une paix sociale? Oui, voilà, non, je C'est pense une qu'il y question. a. Non, le problème, c'est que, comme je vous tout à l'heure, si à l'ailleurs il y avait la paix Mm. sociale, on pourrait dire, bon, très bien, mais il n'y a même pas la paix sociale. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, il y a de quoi s'inquiéter, évidemment. La pauvreté qui augmente, les inégalités qui augmentent, le malaise social qui augmente. Donc voilà, pourtant, on a augmenté cette dette. Donc, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Donc oui, nous sommes les derniers, le dernier pays à faire ça, et c'est pourquoi la voix de la France ne porte plus. C'est-à-dire, on est plus crédible hein, quand on dit, on a vu avec le Mercosur, ah, on est contre, mais on va quand même le faire. Bon, alors, la France est contre, mais l'Europe l'a quand même fait. Donc, ça veut dire que la voix de la France ne porte plus, parce que justement, comme on est plus crédible sur la réduction des déficits, bah, évidemment, voilà, on ne peut plus dire, ah oui, j'ai un argument. Non, on vous dit non, vous ne respectez rien, donc vous n'avez plus le droit à la parole. C'est très triste hein, pour la France. Donc, j'espère que ça va changer. Le problème, c'est quand on voit aujourd'hui l'offre politique, malheureusement, il y a pas grand monde Mm. qui va évidemment nous dire quoi faire, hein. Donc, c'est ça qui est très, très dangereux aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que oui, le déficit public, le creusement de ce déficit et le maintien sur ce déficit et la flambée de cette dette va nous coûter très cher. Il nous coûte déjà très cher. Je me rappelle qu'on va dépenser 70 milliards d'euros juste pour la charge d'intérêt de la dette cette année. 70 milliards d'euros. En 15 ans, de 2015 à 2030, ça va coûter au total 1000 milliards d'euros juste pour payer les intérêts de la dette.
Donc évidemment, c'est un drame. Donc il faut que ça s'arrête. Voilà. Ça s'arrêtera quand Mm. on aura cassé le fil qui tient la corde. Voilà. Et là, on pourra évidemment réagir. Bon, je prends une dernière question. Il y en Allez. a, il y en a deux qui ressemblent. Donc, est-ce que vous pensez donc à un crack? Est-ce qu'un crack est à craindre ou une crise financière mondiale? Ouais, C'est- moi je pense qu'elle a déjà commencé. C'est vrai Hmm, que après la question de savoir est-ce que les banques centrales vont pouvoir intervenir. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que on a déjà utilisé beaucoup la planche à billets, donc ça fera de l'inflation si jamais la réutilise. Mais bon, je pense que ça pourrait être un crack passager. Donc à partir de là, après ça pourra remonter sur des bases plus saines. Donc hmm. moi, ce que j'évoquais tout à l'heure, mieux vaut des petites respirations pour pouvoir ensuite repartir sur des bases plus saines. Oui, voilà, c'est vrai que quand on regarde finalement l'année dernière, on a connu un crack sur les marchés parce on a eu une Ah baisse bah oui, oui, pendant très le mois forte d'avril, bien sûr, pendant les pendant le mois voilà, d'avril. ouais, mars-avril. Donc on a connu ce crack. Donc donc 2020 aussi c'était le précédent crack, bon Covid. On est plus à même peut-être de connaître des flash cracks comme on dit, c'est-à-dire des cracks vraiment très rapides qui peuvent durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour ensuite repartir sur des bonnes bases. Mais en fait, je pense que quand même la grosse incertitude, c'est au niveau aussi géopolitique, parce qu'on voit que c'est très incertain. Donc, tant qu'on aura aussi cette chape de plomb au niveau géopolitique, une crise, enfin, un crack est à craindre aussi sur les actions, quoi. Donc, mais quand on regarde fondamentalement les entreprises, elles sont pas non plus aux abois, comme on aurait pu avoir sur le crack des années 2000 avec des entreprises qui étaient vraiment survalorisées. C'est pas forcément totalement le cas encore aujourd'hui. Il faut garder l'espoir. Allez, on va garder l'espoir, c'est le début de l'année. Et je Hmm, pense que moi, je pense sur les bancaires, notamment certaines françaises, soyez quand même d'accord. prudents. Soyez prudents. Je pense qu'il y a peut-être Oui, peut-être il y a un petit danger. Je pense qu'il y a des cadavres micro. dans les placards qu'on ne veut pas voir. Hmm, Et si effectivement les taux d'intérêt de la France continuent d'augmenter, ça peut faire mal. Mais bon, de l'autre côté, si demain il y a une paix mondiale, une grosse voilà, partie de la performance a été faite, en tout cas sur les voilà. bancaires, c'est probable. Voilà. Puis si Hmm, demain, regardons l'espoir, si demain il y a une paix mondiale qui s'installe, alors à ce moment-là, ça pourra nous rassurer hmm. sur l'année 2026. Donc voilà. On sera là en tout Bon, cas pour vous aider dans voilà. dans ces montagnes russes, entre guillemets, dans ces roller Oui. coasters. Et à la fin, ça se termine toujours bien. On arrive généralement à Ouais. bon port. Bon, ben merci à tous de nous avoir suivis Merci beaucoup et bons investissements, bonne continuation et à très très également. bientôt. Merci À beaucoup. très bientôt.